Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer par un bref intermède qui me semble d'autant plus nécessaire que jusqu'ici, nous avons surtout parlé des peurs et des dangers plus fantasmés que réels et que nous avons eu tendance à oublier que la peur n'est pas seulement de nature psychique, mais qu'elle passe d'abord et essentiellement par le corps. Devant un danger réel, en effet, la peur me saisit à la gorge, me coupe la respiration, me tord les boyaux et peut même finir par me clouer au sol. D'où la nécessité qui s'est fait sentir depuis des temps immémoriaux de développer tout un ensemble de pratiques corporelles permettant de l'affronter. C'est, comme vous allez le voir très brièvement, le cas dans l'aïkido, cet art martial non compétitif d'origine japonaise que son fondateur a précisément défini comme un art de la paix. Voilà, vidéo s'il vous plaît. Et Pascal Guina. Alors, c'était la démonstration donnée par Micheline Tissier, professeur d'aïkido et 6e dan, qui enseigne cet art martial dans le Var. Alors, nous pouvons maintenant passer au thème de cet après-midi, la peur de soi. Peut-on vraiment avoir peur de soi? Cela sonne comme un paradoxe. La peur n'est-elle pas en effet cette émotion qui s'empare de nous devant un objet menaçant et nous pousse à nous en protéger en l'affrontant ou en le fuyant lorsque nous ne restons pas justement cloués au sol par la panique? Certes, il peut y avoir des peurs diffuses, des peurs qui ne portent pas sur un objet déterminé, mais elles n'en sont pas moins dirigées vers l'extérieur, vers l'autre que soi. C'est, semble-t-il, toujours de l'extérieur que surgit le danger, la menace. Et la peur ne n'est-elle pas précisément devant ce qui peut porter atteinte à mon intégrité, à ma vie et donc au moi lui-même? Avoir peur de soi, cela impliquerait donc que je puisse être pour moi une menace et un danger et que cet ennemi que je crois extérieur et qui veut m'anéantir ou du moins me blesser ne serait autre que moi-même. Une telle peur existe bien, cependant. Il faudrait d'ailleurs plutôt la nommer angoisse, si l'on entend sous ce nom cette émotion qui nous saisit à la gorge, qui nous ôte la parole et nous oppresse, ce que dit bien le mot latin d'angor, et qui est paradoxalement à la fois une peur de soi et une peur pour soi, le soi étant alors envahi par l'autre, l'intérieur contaminé par l'extérieur, de sorte qu'il n'y a plus d'issue, plus de refuge possible. On pourrait alors penser qu'une telle expérience ne peut être que le fait d'un déséquilibré, d'un psychopathe, de celui qui, tel le schizophrène, est profondément divisé en lui-même, comme l'indique le nom même que les psychiatres ont donné à ce grave trouble psychique, nom qui vient du grec schizo, qui signifie fendre, partager en deux. Le schizophrène fait en effet l'expérience
d'une intolérable dualité intérieure. Et il vit continuellement dans la terreur, car en lui, la limite entre l'intérieur et l'extérieur, le moi et l'autre, s'est estompée. Il a perdu son identité et est ainsi devenu son propre ennemi. Il n'est cependant pas nécessaire d'être un malade mental pour ressentir cette peur de soi que provoque la mise en question de notre identité propre. Car celle-ci n'est jamais, une fois pour toutes, assurée. Et c'est précisément ce sentiment d'une vulnérabilité interne qui nous conduit à édifier, plus encore contre nous-mêmes que contre les autres, ces protections illusoires que sont l'accumulation de biens et la recherche effrénée de la célébrité et du pouvoir dans les jeux de la finance, de la politique ou de la séduction. Car c'est bien alors, dans le regard de l'autre, qu'est désespérément cherchée la confirmation de l'existence d'un moi qui serait parfaitement assuré de lui-même. La peur de soi n'en disparaît pas pour autant. Elle peut renaître à tout moment, toutes les fois justement, et elles sont nombreuses, où je fais l'expérience de devenir étranger à moi-même, comme si un autre m'habitait et me dépouillait de mon autonomie et de mon assurance. Je m'échappe à moi-même déjà dans le seul fait d'avoir un corps et d'être à travers lui exposé au dehors, un dehors immaîtrisable, puisqu'il y a des parties de mon corps que je ne perçois pas, mon dos, ma nuque et surtout mon visage, cette partie toujours dénudée que j'expose au regard et dont je ne puis jamais complètement contrôler les expressions et la mimique. La peur naît en effet toujours d'une perte de contrôle, de l'impossibilité à laquelle je me vois souvent acculée de parvenir à me rendre maître de ce qui m'arrive. C'est ici, ce qui m'arrive comme de l'extérieur, c'est moi-même, ce corps que je tente en vain de domestiquer et qui finira pourtant inéluctablement par m'échapper dans le vieillissement et la mort. Car c'est ce même corps qui, dans la maladie somatique, se révèle être soudain mon pire ennemi. Cette angoisse latente, qui constitue pour ainsi dire la tonalité de base de toute existence humaine, il ne faut pas le nier, c'est l'angoisse de la mort, d'une mort qu'on imagine toujours voir venir de l'extérieur, alors qu'elle est déjà inscrite au plus profond de notre corps, en dépit de ce qu'en disent tous les rêves d'immortalité que nous ont légués les anciennes mythologies et que l'on voit aujourd'hui renaître sous la forme de nouvelles utopies scientifiques. Comment empêcher en effet cette invasion constante du moi par l'autre, cette contamination de l'intérieur par l'extérieur, dont je fais l'expérience non seulement à travers mon corps, mais aussi à travers mes passions et mes sentiments, qui sont en moi ce qui demeure à jamais improgrammable et incontrôlable. C'est en effet par ma sensibilité que je suis ouvert au dehors, à l'événement. Et l'événement peut me combler, comme c'est le cas lorsque, comme on le dit avec pertinence, on tombe amoureux. Mais c'est aussi l'événement qui peut me mutiler, voire me détruire, comme dans le cas de tous les traumatismes, physiques ou moraux, qui peuvent m'atteindre et contre lesquels je suis la plupart du temps sans défense. C'est de cette ouverture au dehors que naît ce sentiment d'inquiétante étrangeté qui vient de l'impression persistante d'être habité par l'autre, par l'étranger, et de n'avoir donc pas de chez-soi assuré, sentiment qui est au fondement de toute existence humaine et qui en constitue la précarité essentielle. Ce qui est mis ainsi profondément en question, c'est cette idée prométhéenne de l'homme souverain et maître de lui-même comme de l'univers qui a fait son apparition au début des temps modernes et dont Freud a raison de dire que cette idée a été profondément mise à mal par ses blessures narcissiques que furent d'abord la découverte par Copernic que la Terre n'est pas le centre de l'univers, celle faite ensuite par Darwin que l'homme n'est qu'un animal, et enfin celle de Freud lui-même, qui est celle de l'inconscient. Ce qu'apporte en effet de profondément perturbant la psychanalyse, c'est l'idée que l'homme est gouverné à son insu par des pulsions qu'il ne domine pas, et que ce dont il s'enorgueillit le plus, à savoir sa capacité pensante et son libre arbitre, ne sont peut-être que des illusions. Ce sentiment de ne pas être maître dans sa propre maison ne renvoie cependant pas nécessairement à l'hypothèse freudienne d'un inconscient, de ce maître intérieur qui gouvernerait à notre insu nos actions.
mais plus généralement à la conscience que nous avons de n'être pas toujours des individus à part entière et de n'avoir pas la maîtrise totale de notre propre vie. C'est ce sentiment qui a fait dire, formule souvent citée, au poète Arthur Rimbaud « Je est un autre ». Et c'est aussi ce même sentiment que décrit plus tard Albert Camus dans son roman « L'étranger ». C'est donc de cet étranger que je suis aussi pour moi-même que je puis avoir peur, même si cette étrangeté en moi ne renvoie pas nécessairement aux intentions maléfiques de ce qui serait alors un ennemi intérieur. On peut en effet aussi avoir peur de ce qui nous a été mystérieusement octroyé par le destin, sans que nous ayons pu le choisir, parce que l'on nomme justement un don. Par exemple, pour les mathématiques, la musique, la poésie ou la peinture. Et l'on peut reculer, pris de panique, devant les possibilités qu'un tel don nous ouvre et qu'il nous faudrait alors travailler à réaliser. Cette peur de soi, cette angoisse, c'est en effet celle qui nous saisit devant tout ce qui en nous semble, en bien ou en mal, plus grand que nous et paraît vouloir nous gouverner à notre insu. C'est en effet cette même peur de soi qui est à l'origine de ces déséquilibres existentiels que sont les troubles névrotiques, les phobies, les obsessions, les dépressions, mais aussi les addictions diverses, de l'alcool au jeu et jusqu'à la pratique des sports extrêmes par lesquels nous flirtons avec la mort, dans l'espérance d'endormir ainsi en nous exposant à des dangers externes, cette sourde angoisse interne qui ne nous quitte pas. C'est pourtant au contraire, en ne tentant pas de la faire taire, que cette peur pourrait devenir salutaire. Au lieu de fébrilement tenter d'y échapper ou d'essayer de la maîtriser par un stoïque effort de volonté, il vaudrait mieux, en effet, s'y livrer, comme à une épreuve nous permettant d'accéder à cette sérénité dont parle aussi bien le mysticisme chrétien que la sagesse orientale et qui consiste moins à prendre en main violemment son destin qu'à accepter de se laisser porter par lui. Car le véritable danger vient finalement moins de ce qu'il y a en nous d'ingouvernable que de la croyance illusoire de parvenir jamais à nous en rendre totalement maîtres. C'est en effet par une transmutation dont nous ne possédons pas la formule, mais qui pourtant a lieu, que cette peur de soi, qui sourdement nous tenaille, pourrait se transformer en joie, en cette joie d'exister, c'est-à-dire d'être ouvert autant au coup du sort qu'au don que le destin nous octroie. Merci.